Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai la joie d'accueillir quelqu'un qui est proche de moi géographiquement, puisque dans la ville centre, pas loin de chez moi, c'est Armelle Girand. Bonjour Armelle. Bonsoir ou bonjour. Bonjour Armelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour. Donc, l'intention, pour rappeler, l'intention de cette interview, de ces interviews, c'est de inspirer, rassurer les femmes et les hommes qui sont peut-être dans le questionnement de quitter le salariat ou qui ont peut-être déjà passé le cap et qui sont en train de vivre les premières semaines, premiers mois. Donc, c'est expliqué par l'exemple de toutes ces femmes que j'interviewe depuis presque un an maintenant, comment elles ont cheminé elles-mêmes pour oser quitter le salariat, quelles sont les actions qu'elles ont faites, comment elles ont vécu les premières semaines, premiers mois, avec bien une des peurs principales, notamment des femmes, moi que j'accompagne, c'est la peur du manque financier, etc., etc. Donc aujourd'hui, Armelle va nous donner en plus sûrement plein de clés pratico-pratiques parce qu'elle est elle-même coach avec Adage Coaching. C'est bien ça, Armelle? Ouais, c'est ça. Donc Armelle, est-ce que tu peux te présenter un peu plus que ce que je viens de le faire et puis nous parler d'une ou de plusieurs des activités qui constituent Adage Coaching? Ok, alors donc effectivement, je m'appelle Armelle Girand, j'ai 46 ans, j'habite à Clermont-Ferrand. J'ai deux grandes filles de 16 et 11 ans et je suis depuis maintenant 2 ans et demi à mon compte comme coach, alors qu'avant j'étais fonctionnaire dans l'éducation nationale où j'ai été d'abord CPE puis directrice de SECPA pour enfin me reconvertir en tant que coach. Donc aujourd'hui, j'accompagne au sein de mon cabinet Adage Coaching des particuliers et des professionnels. Les particuliers autour du coaching de vie et de questions sur la transition de carrière, la réorientation professionnelle. Et des professionnels qui sont notamment chefs d'entreprise, de TPE-PME notamment, sur la manière dont ils peuvent incarner le leadership et la posture du dirigeant. Ok. Et donc, ça fait presque 3 ans en mars que tu seras installée. Ouais. Est-ce que tu as toujours su que tu voulais être entrepreneuse? Non, je l'ai pas toujours su. J'ai au départ pensé que j'étais faite pour être fonctionnaire. Pour autant, j'ai toujours été très attirée par le monde de l'entreprise. J'avais l'habitude de regarder le matin sur Internet les reprises d'entreprises, ce qui se vendait autour de chez moi, etc. J'avais toujours été très, très, très attirée par le fait de créer sa propre activité et de générer son propre revenu. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours, toujours attirée, mais que je tenais vraiment à distance, considérant que j'étais plus confortable en ne dépendant pas de ma propre richesse, en fait. Voilà, en étant salarié, finalement, c'était plus sécurisant. Ok. Donc, c'est même plus que salarié puisque c'est fonctionnaire. Donc, il y a en plus le confort du statut, évidemment. Ouais, bien Donc, sûr. encore plus d'efforts, d'énergie et de peur à Mm. affronter. Donc, quel a Mm. été le cheminement que tu as eu en termes de réflexion, en termes de prise de conscience et en termes d'action pour oser quitter le salariat? Alors, je dirais que pour le coup, j'ai pas affronté de peur particulière quand j'ai quitté le salariat, parce que j'ai eu besoin de le quitter. D'accord. Je l'ai vraiment ressenti très profondément. Et je pense que les peurs, elles sont venues après, au moment où j'ai monté ma boîte et où je me suis trouvée confrontée à la recherche de clientèle, à la prospection, au fait de générer un chiffre d'affaires, etc. Oui, là, à ce moment-là, j'ai senti la peur du manque, etc. Vraiment. En revanche, au moment de le quitter, j'ai pas eu peur parce qu'il y avait une vraie reprise de liberté. Moi, j'ai été une fonctionnaire très heureuse. J'ai été vraiment très convaincue par l'éducation nationale pendant toutes mes belles années. Et puis juste à un moment donné, je m'y retrouvais plus tellement en termes de valeurs. Et surtout, je ne me voyais pas évoluer. C'est-à-dire que j'ai commencé comme CPE, j'ai eu le concours de chef d'établissement, j'ai dirigé une section d'enseignement général et professionnel adapté, je faisais de la formation pour les fonctionnaires stagiaires, j'étais jury de concours, je faisais tout un tas de trucs. J'avais 42 ans et je me disais, il me reste 23, 24 ans à faire. Qu'est-ce que je vais faire maintenant, en fait? Si ce n'est encore la même chose, alors que déjà, je coince un petit peu. Donc, dans mon idée, il n'y avait pas l'idée de quitter tout de suite, mais vraiment de faire quelque chose de très différent, qui aurait plus été du tout en lien avec les élèves, etc. Plutôt dans l'accompagnement des personnels. Ça me plaisait bien, l'idée de pouvoir accompagner les personnels. C'était un petit peu mon idée de départ. Et puis moi, mon mari, à ce moment-là, il vivait un coaching dans le cadre de son entreprise, qui est la SNCF, donc rien à voir. Et du coup, je me suis intéressée au métier de coach. Et c'est comme ça que j'ai découvert cette profession et que j'ai décidé de me former avec au départ l'idée que peut-être mes nouvelles compétences intéresseraient mon institution
et que je pourrais coacher des collègues ou des chefs d'établissement. Ce qui m'intéressait surtout, c'était de coacher des chefs d'établissement. Ok, Et quand je suis partie en formation, je n'ai pas pensé, au vu de l'entretien que j'ai eu avec le DRH, que ce serait impossible. Voilà, donc à ce moment-là, par contre, il m'a été dit clairement que j'aurais pas de congé de formation, que si je voulais, il fallait que je demande une dispo, que je finance mon année, que j'aurais pas de salaire, etc. Donc du coup, j'ai fait un emprunt pour payer mon école et ma compensation de salaire. Mais dans mon idée, la démission, c'était une possibilité, mais c'était pas une certitude. d'accord. Et puis, quand j'ai été certifiée et que j'ai contacté à nouveau le service RH et qu'on m'a dit, bah non, madame, vous êtes bien gentille, mais CPE, vous êtes, CPE, vous resterez, ou directrice de SECPA, mais c'est tout. On n'a pas besoin de coach. Le service RH est déjà très, très compétent pour accompagner les personnels de l'éducation nationale, donc on n'a pas besoin de vous. D'accord. Et là, j'étais en réaction pour le coup, et j'avais peur de rien, parce que tout ce que je voulais, c'était reprendre ma liberté. D'accord, ça a été tellement une Donc, je n'avais douche pas peur. froide. Ouais, ça a été tellement une douche Ouais, froide que ça a eu un effet tel repoussoir de OK, ils m'ont pas compris, exactement. je me suis pas comprise moi-même avec, avec l'éducation Voilà, nationale désormais. voilà. Il y a divorce consommé, quoi. C'est Euh, ça, exactement. mais dans ton esprit, il n'y a jamais eu l'idée de postuler ailleurs, même dans le privé éventuellement, pour ne pas passer ce grand pas encore plus de la fonction publique à l'entrepreneuriat. Il n'y a pas eu cette idée de se dire, bah, en tant que coach, je peux peut-être vendre mes compétences ailleurs? Non, Non. non, parce que par contre, je m'étais dit que même si je restais dans l'éducation nationale, je ferais une micro-entreprise à côté OK. pour essayer d'avoir une activité annexe, de me développer par ailleurs, etc., si tu veux. Mais non, j'ai pas pensé à intégrer une entreprise ou une entité où je pourrais être coach. Non, c'est vrai. D'accord. Donc l'appel de Tout la de suite, eu liberté était envie fort. de créer. Mm. Ok, tout de suite tu as eu envie de créer. Donc là, tu as dit que tu avais 46 ans, que la démarche a commencé à 42 ans de prise de conscience. Tu t'es formé en quelle Mm. année au coaching? Je me suis formée en 2019. Je suis rentrée à l'école de coaching en septembre 2019 et j'ai D'accord. démissionné en septembre 2020. Waouh. Donc en même temps que tu étais formé au coaching, tu as fait le processus de dire qu'est-ce que j'en fais maintenant? Ou c'est vraiment, Ouais, en tu es fait, revenu? j'ai créé ma micro le premier jour du premier confinement, Ok, le donc 16 mars mars 2020. 2020. Ouais, Et à ce moment-là, elle avait vocation effectivement à soutenir une activité sans certitude de démission. mhm, Au départ, j'étais vraiment je savais pas ce qui allait se passer. Parce que si tu veux, la grande inconnue aussi, c'était qu'est-ce qui se passe quand on démissionne de l'éducation nationale, ouais, financièrement? ouais. Est-ce que c'est une rupture conventionnelle? Est-ce que c'est une démission? Est-ce que j'ai droit au chômage? Mm, J'avais déjà un crédit sur le dos, vu que moi, j'avais pas eu de congé de formation. ouais, Donc, il y avait tout un tas de questions qui n'étaient pas tranchées au moment où j'ai été certifiée. d'accord. Mais du coup, dans la foulée, je me suis spécialisée. J'ai profité du confinement et de l'emprunt que j'avais fait. Je me suis dit, tant qu'à avoir emprunté, j'y vais, je me forme à tout, en fait. D'accord. Et voilà. Et pendant ce temps-là, j'ai commencé à négocier avec le service RH. J'ai essayé d'avoir des échanges constructifs avec eux. Et puis, c'était pas possible. Donc, ma foi, j'ai signé ma rupture conventionnelle et au 1er septembre 2020, c'était fini. D'accord. Donc là, tu as pu bénéficier d'une rupture conventionnelle et donc allocation chômage. Simplement pendant un an, par contre, Ok. puisque normalement, c'est 2 ans. Ouais, Mais comme j'avais pris une année de dispo, pendant laquelle je n'ai pas été rémunérée, exact. ils ont calculé mes droits au chômage sur une année, comme si j'avais passé une année à rien foutre, bien sûr, C'est ça. pendant mon année. D'accord. Ok. Donc tu avais devant toi, à partir de septembre 2020, un an d'allocation chômage pour développer C'est ton ça, activité à partir de c'est zéro ça, aussi. c'est Ok. ça. Et avec un beau crédit sur le dos. Et avec un beau crédit sur le dos. Euh, Du coup, quels ont été les principaux obstacles que tu as dû dépasser dans les premières semaines, premiers mois, que peut-être tu as encore à dépasser à ce jour, parce que finalement, 2 ans et demi, on dit que c'est 3 ans qui sont fatidiques pour dire si une entreprise a des chances de perdurer. Donc, Mm. c'est quoi les obstacles que tu as dû dépasser? Alors, le premier obstacle, ça a été la question de savoir où j'allais exercer. Ok, Donc ça a été vraiment des questions d'intendance purement matérielle, tu vois, parce que j'étais prête à coacher, j'étais prête à créer mes protocoles d'accompagnement, pas de problème. Mais en réalité, j'avais pas tellement réfléchi à où ça allait se faire. Est-ce que ce serait en ligne? Est-ce que ce serait qu'en présentiel? Est-ce que je prenais un cabinet, pas un cabinet? Donc j'ai eu pas mal de choses à régler à ce niveau-là et j'ai eu un raté, c'est-à-dire que je me suis installée dans un premier endroit, ça n'a pas fonctionné. ok, J'ai dû me rapatrier chez moi. J'ai pas du tout aimé travailler chez moi. J'aime beaucoup travailler chez moi pour ce qui est mon contenu, etc. Mais j'aimais pas recevoir les gens chez moi. d'accord. Donc j'ai dû trouver un autre lieu. Et je dirais que
toute la période jusqu'au moment où j'ai trouvé mon cabinet actuel, elle a été faite de beaucoup d'incertitudes. Et Ok, malgré cette incertitude-là, j'ai pris mon cabinet à un moment où mon chiffre d'affaires, a priori, ne me le permettait pas. d'accord. Et donc, ce que j'ai trouvé difficile, si tu veux, c'est d'arriver à faire la balance entre l'importance de l'investissement pour lancer ton entreprise et l'importance d'économiser pour créer de la trésor au cas où ça marche pas ou pour quand tu n'auras plus tes allocations chômage. Moi, j'ai fait le choix d'investir tout ce qui rentrait Ok. voilà, mais c'est un choix personnel dont je suis contente, je dirais, à 80%. J'aurais dû garder plus de trésor. C'est-à-dire que j'ai vraiment tout sorti et du coup, il y a eu un moment, le premier été que tu passes sans chiffre d'affaires, alors que tu avais commencé à développer ta clientèle, que sur juillet-août, tu n'avais pas pensé que tu rentrerais 500 balles. C'est ça, c'est ça. Là, c'est un peu inquiétant, tu vois. Un moment Mais de je dirais, c'est solitude. des choses à apprendre, en fait. Tout à fait. Euh, C'est ça, c'est ça. Quels Mm. autres obstacles tu as dû dépasser? Peut-être par rapport au fait que tu étais fonctionnaire, justement, les personnes qui viennent plutôt du salariat vivent pas forcément les mêmes choses. Est-ce que toi, tu dirais qu'il y a des spécificités que tu as vécues de ce fait-là? Alors, je ne sais pas si c'est une spécificité liée au fait d'être fonctionnaire. En tout cas, moi, j'ai eu l'impression que par rapport à certains de mes anciens collègues et par rapport à l'institution quand je l'ai quittée, j'ai eu le sentiment d'avoir trahi la cause un peu. Ouais. Je sais pas si tu vois ce que je veux Oui, dire. oui, je vois bien. Ouais, ouais. Et je ne sais pas si les salariés peuvent ressentir ça dans des entreprises privées. Ça, je ne me le mesure pas du tout puisque c'est une expérience que j'ai pas. Par contre, tu avais l'impression d'une espèce de grande noblesse à servir le service public d'éducation et d'un seul coup, quand tu lui tournes le dos, comme si tu faisais un choix moins noble que quand tu le servais, quoi. Ouais. Alors bien sûr, pas pour tout le monde, hein, pas pour tout le monde du tout. Il y a des gens qui ont parfaitement compris, qui ont même beaucoup soutenu, etc. Mais ouais, j'ai eu l'impression ouais, de trahir un peu quelque chose. Mm. Et en même temps, quelquefois, un peu d'amertume à des gens en qui j'avais envie de dire, mais fais-le en fait. C'est Au lieu ça. de... Peut-être que c'est Voilà, juste ça qui te vas-y, manque. voilà, vas-y, n'hésite pas, quoi. Donc voilà, plutôt ça, oui, l'impression d'avoir choisi quelque chose, ouais, de moins noble. Je sais pas comment le dire C'est autrement. ça, le diable, le diable face Un au peu, fonctionnariat. Ouais, je un comprends. peu, ouais. Puis l'entreprise, tu vois, le monde de l'entreprise, dans un monde comme l'éducation nationale, avec des valeurs qui sont pas tellement celles de l'entreprise, pour le Ouais. coup, Mm. où l'entreprise pourrait être un gros mot, où l'argent, le rapport à l'argent, est Mm. pas du tout le même que quand tu dois générer ta propre richesse et où d'un Mm. seul coup, le rapport à l'argent, il est pas le même. C'est quelque chose que tu Et as dû parce que travailler? t'as pas le choix. Pardon, Mon ça. rapport à l'argent, ah oui. Ouais. Oui. Parce que tu Ah oui, sentais oui. que sinon ça ne passerait pas ou que ça mettrait plus de temps ou c'est quoi qui t'a fait prendre conscience qu'il Ah fallait ben que tu parce que travailles? au départ, moi, l'idée de me faire payer, de demander à mes clients de me payer, Mm. était extrêmement compliquée. J'ai fait un accompagnement dessus, hein, sur mon rapport à l'argent, un accompagnement complet avec une coach hein, qui travaillait sur le leadership au féminin et sur ouais, mon rapport à l'argent, les loyautés familiales, enfin toutes ces choses qui font qu'on est bien conditionné quand même dans un système qui n'est pas forcément le nôtre, mais Oui. auquel on a adhéré parce qu'on ne connaît que ça. Oui, et même si on fait la formation de coaching qui nous éclaire des croyances, justement, qui nous drive et des schémas de fonctionnement, Mhm. comme on dit, hein, le cordonnier est toujours le plus mal chaussé, et même le Mhm. coach qui a toutes ces connaissances n'arrive pas forcément à dégoupiller tout ce qui le Ah, concerne mais c'est sûr. personnellement. Il y a des choses Mhm. qu'on peut, mais pas tout. D'accord, c'est Ah, mais c'est super. sûr. C'est Et super. encore aujourd'hui, moi, je suis supervisée toujours et j'ai toujours besoin d'accompagnement sur tout un tas de croyances qui peuvent me revenir encore. Tu vois, augmenter ses tarifs, par exemple. Une fois que tu as passé le cap de te faire payer, tu dis c'est bon, j'ai fait un accompagnement de 3 mois, je sais où j'en suis sur mes croyances par rapport à l'argent et tout. Puis le jour où tu augmentes tes tarifs, tu les remplis sur ton site et puis d'un seul coup, tu dis ah, quand même, je les ai vachement augmentés là. Tu vois, et tu te dis, il faut tout refaire en fait. Alors non, faut pas tout refaire, mais il faut refaire un peu. C'est génial. Cette notion d'accompagnement, elle t'a poursuivi ou tu étais déjà dans le développement personnel avant Je n'y étais pas du tout. Ok, Je n'y étais pas du tout. Et même si je suis honnête, je pense que je regardais ça avec un peu de condescendance. ok. Un peu Un peu pour ceux qui les se font autres, surtout coacher pas sont pour faibles, moi. c'est ça?
Non, Non? mais plutôt un peu, tu vois, un côté gourou, perché. D'accord. Tu vois, plutôt des trucs, des choses autour de ça. Et puis bon, j'ai pas de temps. Tant mieux s'ils ont le temps, quoi. Moi, j'ai pas le Mm. temps. Un truc D'accord. un peu, ouais, pas terrible, quoi. Et au début, ce qui m'a plu dans le coaching, c'était vraiment l'idée, enfin, la nana que j'ai rencontrée, là, qui bossait avec mon mari, elle était hyper pro. Et si tu veux, je me suis dit, tiens, mais c'est des vraies personnes qui ont un vrai C'est métier, un en vrai fait. métier. Tu Il y vois. a il y a des Voilà, vrais. c'est un vrai métier. Et elle n'est pas du tout perchée, cette dame. Elle te parle vraiment de la manière dont elle accompagne ses clients. Et c'est intéressant. Et puis, je me disais, c'est un peu ce que je fais avec mes équipes d'une certaine façon. Et c'est pas si éloigné que ça de ce que je fais déjà, tu vois. Et donc, j'ai commencé à gratter ça. Et après, quand j'ai intégré l'école et qu'effectivement, on s'est co-coaché avec mes collègues, quand on a travaillé sur les croyances et tout. Et je me disais, mais là, tu es complètement en train de faire un truc que tu pensais que tu ferais jamais. Mm. Et j'ai adoré ça. Et souvent, on se J'ai focalise adoré ça plus et et pile ce qu'on doit à faire. ouais, voilà, et c'était pas mon truc. Et maintenant, c'est complètement mon truc. Donc maintenant, c'est accompagnement, supervision, enfin la totale pour continuer à progresser. Ok. Ah oui, la totale. Ouais. Euh, Est-ce que tu es d'accord avec le principe de certains leaders au monde et autres dans l'entreprise ou pas d'ailleurs, qui disent que le développement de l'entreprise suit forcément le développement personnel du leader? Ah oui, j'en suis certaine. Je pense qu'il n'y a pas de développement professionnel sans développement personnel. Ok. Donc, toi, est-ce que tu as développé la vision, puisqu'on parle aussi beaucoup de la vision de l'entrepreneur Ouais, à court, moyen et ouais, long terme. ouais. Comment tu crées ça, toi? Comment je travaille ma vision, tu veux Oui, dire? comment tu travailles Alors, ça? mon entrée, en fait, je l'ai beaucoup travaillé au départ quand j'ai créé Adage. D'accord. Je l'ai travaillé pas toute seule non plus, hein. J'ai été accompagnée après tout le temps sur comment je voyais évoluer les choses et puis à quoi ça parlait, qu'est-ce que je voulais servir, etc. Et je me suis raccrochée à ce qui m'avait guidée, en fait, quand j'étais dans l'éducation nationale, sur le fait, tu vois, moi, ce qui m'a toujours portée avec les gamins, c'est que je pense que tout le monde a la même valeur, vraiment, que tout le monde compte de la même façon, et que si tous les gens étaient regardés de manière égale, dès le départ, sans idée préconçue, sans stéréotypes, on avancerait tous vachement plus vite. Donc ça, Mm. c'est ce qui m'a guidée au départ. Quand j'ai créé Adage, du coup, mon parcours de coaching de vie, je l'ai vraiment créé en lien avec ça. Et je me suis rendu compte que quand j'ai commencé à accompagner des chefs d'entreprise qui venaient surtout sur de l'équilibre pro-perso, ce qu'ils recherchaient aussi quand ils venaient sur de l'équilibre pro-perso, c'était à être regardés comme des gens avant d'être regardés comme des professionnels. Et du coup, j'ai trouvé un peu mon fil comme ça. C'est-à-dire que moi, mon mantra, c'est tout le monde compte. Voilà, c'est la phrase de Harry Bosch, le flic de Michael Connelly, qui enquête sur tous les crimes, quels qu'ils soient. Voilà, c'est ça, c'est mon philosophe, Harry Bosch, tout le monde compte. Ça me guide dans tous mes accompagnements. Et ma vision d'entreprise, pour le coup, c'est celle-ci, indépendamment de la stratégie. Ma vision, c'est comment je fais pour que mes programmes, au fil du temps, ils continuent de servir cette idée que tout le monde compte et que ce sera forcément au bénéfice de toute la société. Si les gens sentent qu'ils comptent, ils regarderont les gens comme s'ils comptaient aussi. Et c'est pour moi un cercle vertueux qui sert à tout le monde, en fait. Ouais, belle vision et merci de l'avoir exprimé comme ça parce que effectivement, je pense que il y a beaucoup de choses qui ont bougé aussi depuis le confinement et qui fait qu'effectivement, on se Mm, rend mieux compte de la valeur des gens, de la nature, mm, des animaux, des fleurs, enfin tout ce qui compte autour de mm, nous, tout compte effectivement et encore plus les mm, personnes. Est-ce que tu mm. dirais que tu as dû développer des qualités pour devenir pleinement entrepreneuse? Développer des qualités, forcément, je dirais que j'ai dû développer plus ma créativité. C'est-à-dire que je pense que j'étais créative d'un point de vue artistique. Tu vois, je suis Ok, quelqu'un qui aime beaucoup le chant, la musique, etc. Et pour moi, la créativité, elle s'illustrait dans ce type de domaine. ok. Et en fait, en créant mes programmes, en créant mes supports d'accompagnement, j'ai développé une forme de créativité qui se rapproche un peu de l'innovation, peut-être plus que de Mhm. la créativité, tu vois, je sais pas, mais sur laquelle j'ai pu beaucoup plus m'appuyer qu'avant, parce que avant, de la créativité, de l'innovation, j'en avais aussi, mais elle était très contrainte et enfermée dans des attendus ministériels, des programmes, des obligations, etc. Et du coup, tu as une liberté encadrée. Là, d'un seul coup, je me dis, je peux faire comme je veux. C'est-à-dire que même si je suis certifiée en coaching, j'ai appris un protocole, etc.
Si je veux sortir du protocole, je sors du protocole. Si je veux créer un autre cadre, je sors un autre cadre. Enfin, tu vois. Et ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai dû développer un maximum parce que je l'utilisais moins avant. Donc ça, c'est sûr. Qu'est-ce que j'ai dû développer d'autre? Peut-être, pour le coup, ce qui est en lien avec l'argent et la capacité à investir sur moi et sur mon entreprise. C'est-à-dire que avant, j'avais pas de raison d'investir de quelque manière que ce soit. J'aurais pu investir sur moi, mais je mesurais pas que ça pouvait rejaillir sur autre chose. Maintenant, je me rends compte que quand j'investis sur moi, j'investis aussi sur mon business quand même. Et ça c'est nouveau. Ça, c'est un apprentissage. Est-ce que c'est un apprentissage justement en lien avec les croyances sur l'argent? Ah oui, je pense. Ouais. Ok. Ouais, ouais, je pense. Et en lien aussi avec les croyances que j'avais sur le développement personnel, qui Mm. étaient pour les autres et pour ceux qui avaient le temps. Moi, aujourd'hui, je dirais que j'ai jamais autant travaillé et j'ai jamais eu autant l'impression de ne pas faire toujours du travail. Je sais pas comment expliquer. Tu vois, j'ai pas de cadre d'horaire alors que j'en avais un très contraint avant. Donc potentiellement, je pense que objectivement, j'ai jamais autant bossé. Et pour autant, quand je parle de mon ancienne vie, je dis quand j'ai arrêté de travailler. C'est bizarre quand même. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, c'est bizarre. Bah, trouve un métier que tu feras avec joie et tu ne travailleras pas un seul jour. Je crois que c'est comme ça à peu Ouais, près le c'est ça. proverbe. Ouais, c'est Et, ça. ouais, et je crois que quand on a trouvé sa voie, effectivement, on peut passer des heures et des heures, mais comme c'est plus du plaisir que du travail, voire que du plaisir Mm, et pas de travail, c'est mm, chouette. mm, mm. Tu vois d'autres choses que tu as dû développer comme qualité ou compétence aussi, puisque bon, là tu as développé toutes les compétences de coach et Dieu sait s'il y en a, même si effectivement j'ai Mm. bien compris tu étais manager, donc il y avait une posture manager coach, je pense, de ce que je détecte. Mais Oui. est-ce qu'il y a eu d'autres compétences qui a dû venir, le site internet, le marketing, la comptabilité, enfin il y a tout ça pour un entrepreneur. Ah bah oui, oui, j'y pensais même pas. Mais bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr, j'ai fait mon site et puis je suis devenue très présente sur les réseaux sociaux Ok, et notamment sur Instagram, alors que j'avais pas du tout Instagram. Moi, j'ai créé Instagram en même temps qu'Adage. d'accord, Et très vite, dans les investissements que j'ai faits, d'ailleurs, j'ai délégué toute une partie de la gestion de mes réseaux sociaux à une community manager avec laquelle je travaille. d'accord. Donc, pour le coup, là, oui, il y a eu... alors, sur les réseaux sociaux, en plus, je fais pas mal de face caméra, je fais pas mal de vidéos. Donc, c'est des choses que j'ai développées, bien sûr, sur le tas, ça c'est Ok, sûr. Et puis, travailler avec une community manager aussi, un planning éditorial, ça c'est nouveau, complètement nouveau. ok, excellent. Et il y a eu quoi? De la gestion de peur aussi sur ça? Se montrer à la caméra? Parce Oui, qu'effectivement, quand on la vient. gestion de peur sur liée à l'âge, ouais. D'accord. Et au fait que une femme de mon âge sur Instagram, est-ce que ça allait être bizarre? Est-ce que je pouvais faire de la vidéo? Alors j'ai un très bon test, hein, c'est mes filles. D'accord. Du coup, ma fille aînée qui a 16 ans, il y a beaucoup de choses que je lui fais valider avant. Je lui dis ça, c'est gênant ou c'est pas gênant? Elle me dit non, vas-y, c'est pas gênant. Ouais, Donc elle chouette. me soutient plutôt, ça va. Bon, ça va, ouais. Je voulais pas la mettre mal à l'aise. Ça, c'était vraiment ma limite, hein. Je voulais pas me dire qu'elle allait être gênée de voir sa mère sur Instagram. Pour moi, c'était insupportable. Donc, D'accord. Oui, oui, c'est vrai que ça peut tourner vite pour nos enfants, mm, enfin nos mm, adolescents, à quelque chose qui est inconfortable pour eux. Donc, c'est pas l'objectif, c'est vrai. c'est ça. Euh, tu as dit que tu coachais aussi des dirigeants d'entreprise. Oui. Est-ce qu'envers eux, tu as vécu le syndrome de l'imposteur? Alors non, pour l'instant non. Jusqu'à maintenant, je ne les ai accompagnés que sur de l'équilibre pro-perso. Ok. Et il se trouve qu'en fait, à la suite de la demande de deux d'entre eux que j'avais accompagnés sur l'équilibre pro-perso, j'ai créé un parcours d'accompagnement sur un an qui est sur la posture de dirigeant, sur voilà la posture de leader et tout, et que c'était comme ça, et eux qui me l'ont demandé parce qu'ils ont aimé qu'on travaille ensemble et qu'ils avaient envie qu'on continue. Et que du coup, ce programme, je l'ai créé en réponse vraiment à ce qu'on avait échangé ensemble. Du coup, non, j'ai pas du tout de syndrome de l'imposteur par rapport à ça. Ouais, excellent. Ça, c'est bien. Euh, à aucun moment, tu ne l'as vécu? Non, non. Ok. Je l'ai vécu sur un point, c'est que pendant une période, j'ai fait du coaching artistique.
À Ouais. la demande aussi, ça a été vraiment contextuel, ça a été à la demande de 2 artistes que j'ai adoré accompagner et je me suis dit c'est génial, je vais développer cette offre-là, j'adore ça, le coaching artistique, le coaching scénique et tout. Et en fait, très vite, je me suis sentie un peu rattrapée par l'idée que j'avais pas de formation en coaching scénique, que j'étais pas une artiste reconnue. Et du coup, en gros, comment j'allais justifier de ça? Donc, c'est quelque chose que je continuerai à faire avec bonheur si on me sollicite, mais c'est quelque chose pour lequel je me sens pas, moi, d'aller démarcher les gens directement. Je crois que je me sens pas assez légitime pour le coup, pour démarcher les gens sur cette thématique-là. Le démarchage, tu en parles depuis plusieurs fois, c'est pas quelque chose de courant pour un fonctionnaire, pour pas dire le contraire. C'est quelque chose que tu as dû développer aussi. Ah non, non. Alors très peu parce que je fais pas de démarchage direct, je contacte pas par téléphone, etc. Je D'accord. pense que par contre tout ce qui est vidéo, d'appel, de présentation de mes offres, c'est une forme de démarchage pour le coup, même si c'est plus global. En tout cas, c'est de la pub, c'est de Mhm. la com. Donc ça, c'est un bon canal pour moi. Mon site internet, c'est un bon canal aussi parce que je détaille toutes mes offres et puis je l'ai conçu de manière à ce qu'il y ait vraiment des appels à l'action, la prise de rendez-vous direct. Et puis je fais partie d'un réseau d'entrepreneurs qui me permet aussi de parler de mon activité toutes les semaines, qui D'accord. fonctionne sur de la recommandation, etc. Et donc forcément, là, c'est pas du démarchage direct, mais c'est quand même de la prise de contact et c'est une forme de vente quand même. C'est se faire connaître et par les relations, se dire, bah tiens, si je pense coaching, je peux penser à Armel parce que je l'ai rencontré. Exactement, Ok. c'est ça. Mais c'est pas du démarchage au sens, je prends mon annuaire. Enfin bon, il faut plus parler Non, ça, d'annuaire. je sais pas le faire, ça. Ok. La vie entrepreneuriale, elle génère beaucoup d'émotions, très hautes, très basses, beaucoup plus que dans le salariat normalement. Comment tu traverses ces tempêtes émotionnelles? Il y a des moments qui sont très difficiles, avec la peur que ça s'arrête, en fait. Mhm. C'est-à-dire que j'ai eu, tu vois, les moments du début où t'as pas beaucoup, t'as l'impression que ça va pas grandir. Puis après, ça va bien. Et puis, comme je te disais, t'as les 2 mois d'été où ça redescend. Et tu te dis peut-être ça va pas remonter. Et quand ça remonte, eh ben, tu te dis, est-ce que le mois prochain, ce sera pareil? C'est-à-dire que ça, par contre, je n'ai pas atteint, et je crois, enfin, pour en parler avec des collègues entrepreneurs qui vivent la même chose, je n'arrive pas à me dire, mon activité est installée. Ok. Il n'y a pas la Alors que, sûreté, il n'y a pas la linéarité installée. et non, alors que je vis de mon activité, j'ai plus le chômage et mon activité génère vraiment, enfin, voilà, je vis avec mon activité. Pour autant, j'ai le sentiment que c'est toujours, c'est pas qu'un sentiment, c'est soumis à ce que j'aurai comme client le mois d'après. C'est Mm. soumis à des choses qui dépendent pas complètement de moi. En plus, donc moi, je suis certifiée Calliope, donc je fais du bilan de compétences, éligible au CPF. Le CPF, ça a été un ascenseur émotionnel énorme l'année dernière. J'ai perdu mon habilitation. Alors certes, pendant que 10 jours, hein, parce D'accord. que j'ai fait un recours et j'ai gagné, mais on a été référencé 6 000 d'un coup, hein, 6 000 OF d'un coup, on a été Mm. déréférencés. On pouvait plus rien vendre. Moi, le bilan de compétences représentait à l'époque 60% de mon chiffre d'affaires quand même. Donc D'accord. là, je me suis dit, comment tu te remets de ça? Tu vois, c'est pas évident. Bon, Ouais. ça n'a pas duré longtemps, mais ça te met une petite piqûre de rappel quand ce que tu génères majoritairement dépend pas exclusivement de toi. Mm, mm, C'est-à-dire que moi, mes clients, quand ils peuvent me payer avec leur CPF, c'est pas la même chose que quand ils me payent sur leur denier propre. mm, mm. C'est pas le même investissement au départ. Et ça, c'est une gymnastique Et, qu'on n'a pas en tant que salarié, de pouvoir et non. compter sur plusieurs piliers. Donc ça, c'est Mm. un apprentissage. Alors, je pense pas que ça soit spécifique à l'activité coaching ou formation. Je pense que d'une manière générale, Non. une entreprise ne peut plus se permettre de compter que sur une seule chose. Un Mm, seul mm, client, un seul produit, un seul service, ça ne marche plus. En tout cas, j'ai mm. cette impression-là. Ah oui, non, je pense pas non plus, non. Mm. Et alors, qu'est-ce que tu fais quand justement tu vis ces moments de grande incertitude qui peuvent bouleverser émotionnellement? Est-ce que toi, tu as des trucs et astuces, des stratégies que tu peux nous partager, que tu as envie de nous partager? Alors, moi, ce qui m'aide le plus, c'est mon réseau d'entrepreneurs. D'accord. C'est-à-dire que là, j'ai la chance d'être dans un réseau où on s'entend vraiment bien et où je sens une vraie complicité, une vraie solidarité. Pourtant, on est dans des domaines professionnels qui n'ont rien à voir les uns avec les autres, hein. Mais il y a quelques personnes au sein de ce réseau qui sont
de bons conseils et puis qui ont une expérience de chef d'entreprise bien antérieure à la mienne. C'est pour le coup des gens qui n'ont fait que ça, être chef d'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Et ça, c'est une richesse folle, je trouve. C'est une richesse folle. Et je trouve que l'échange avec d'autres entrepreneurs, c'est fondamental, vraiment fondamental. C'est l'échange seulement qui compte ou c'est aussi l'aspect justement réseau qui peut être source d'opportunités directes ou indirectes d'ailleurs, puisque j'imagine que dans ton réseau, moi je fais partie de 3 réseaux maintenant, mais pas que d'entrepreneurs d'ailleurs, j'ai cette impression qu'en fait, oui, je parle à une personne, mais derrière, je parle à tout son réseau familial, amical, professionnel aussi. C'est sûr. Oui, oui, c'est vrai. C'est vrai Donc, aussi. Après, je pensais surtout à l'échange là tout de suite parce que au moment où je me suis sentie vraiment en difficulté, oui, ça a été vraiment les échanges qui m'ont aidée. d'accord. Le Vraiment, vraiment. Sur soutien le reste, inconditionnel. ouais, vraiment. Sur ce qu'est le développement de l'activité, effectivement, comme tu dis, quand tu es dans un réseau, que tu parles à quelqu'un, tu parles à tout son réseau. Ça, c'est vrai. Ok. Et donc ça, en termes d'opportunités, c'est vraiment lié oui, à la pérennité de ton activité, hein, d'une certaine façon, et à son développement, c'est vrai, c'est vrai. Mm. Mais sur les moments de vraie inquiétude, je trouve que c'est l'échange, le fait de rompre la solitude. Mais j'imagine, comme tu as cité plusieurs fois le mot de supervision ou que tu te faisais coacher régulièrement Mm. aussi, tu utilises aussi ton superviseur et ton coach du moment comme Oui, mais pas bouffée sur de, les mêmes choses. pas sur les mêmes choses. Pas sur les D'accord. mêmes choses, tu vois. C'est-à-dire que, évidemment, mon superviseur, il va m'aider sur les questions liées à mes clients. Ok. Donc, question, tu vois, vraiment de coaching sur quelquefois une question de posture, un client, est-ce que Une je le prends, est-ce que je résonance. le prends pas, tu vois, vraiment des choses comme ça. Euh, un coach business, effectivement, ça va être sur de la stratégie, mais les collègues chefs d'entreprise, ils vivent comme toi et, et tu te sens moins seul Mm. parce que tu partages quelque chose et les gens comprennent de quoi il s'agit. Parce que moi, je trouve aussi que quand tu deviens entrepreneur, euh, d'un seul coup, si tu es dans un monde familial et amical où il n'y a pas de chef d'entreprise, Mm. c'est un quotidien professionnel qui n'est pas facilement compréhensible par les gens. Même si ils mesurent, ils disent bah oui, c'est vrai, je comprends, moi je pourrais, j'aimerais bien, ou au contraire, j'aimerais pas. Chacun a un avis et on échange et c'est intéressant. Mm. Mais par contre, ils ne le vivent pas. Mm. Et tout comme nous, on vit pas le quotidien professionnel d'un fonctionnaire, d'un cheminot, et qu'on peut pas chacun se permettre d'avoir des jugements sur le boulot des autres, hein. Moi, je crois Mm. que faut bien se garder de ce genre de choses, vraiment, hein. Mm. Et c'est pour ça que du coup, l'échange avec quelqu'un qui connaît parfaitement ce que tu vis, c'est intéressant. Autant c'est intéressant l'échange avec quelqu'un qui n'y connaît rien, parce que il a une hauteur de vue et puis il peut avoir des fois d'un seul coup la question qui tranche et voilà, t'as pas le nez dans... C'est très intéressant. Mais ne pas te sentir seul, c'est important aussi parce que des fois tu te sens moins con, tu vois, à te dire Ouais. et tu regardes et tiens, pourquoi tout autour de moi, ils ont l'air de tous y arriver. Autour de moi, là c'est l'été, ils disent rien, ça se trouve, eux l'été, ils ont pas de problème en fait. Mm. Et tu te rends compte, tu discutes, ben sur 5, t'en as 2, 3 qui ont zéro problème. Puis t'en as peut-être un ou deux qui est comme toi, qui tire la langue comme un malade l'été et qui croit lui aussi qu'en septembre, il aura plus un rond, tu vois. Mm. Mm. Et du coup, ben, c'est intéressant parce que tu as les deux de chaque côté. Ils vivent pas du tout la même chose. Et en tout cas, ils savent par contre de quoi tu parles. Oui, Et parce que les ça, 3 autres, ils pour le moi, c'est vivent important. peut-être à un autre moment de l'année selon leur activité aussi. Exactement, Et ils l'ont déjà vécu. exactement. Quoi qu'il arrive, un entrepreneur aura déjà vécu des mois blancs, donc Mm. ou Oui, quasi oui, blancs. exactement. Et Mm. tu vois, le fait de couper, par exemple. Mais tu devrais couper, tu coupes jamais. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. Mais qu'est-ce que ça veut dire couper? Et couper, c'est important quand ça te fait vraiment du bien. Mm. C'est important quand ça te sécurise. C'est important quand c'est le bon moment pour couper. Et très souvent, il n'y a que des chefs d'entreprise qui comprennent qu'il y a des fois où tu peux couper, des fois où tu peux pas couper, en fait. C'est vrai. Et il y a des fois, t'en fais trop, mais des fois, c'est vital et tu dois pas couper, en fait. Mm. On peut le tortiller dans tous les sens. On peut dire, mais si, tu peux toujours, t'as toujours le choix, ta. Oui, oui, d'accord. Mais des fois, tu sens que t'as pas trop le choix quand même. Il faut Et que apprendre à se là, faire confiance, à voilà, s'écouter.
Il n'y a que toi qui C'est peux ça. savoir si c'est le bon moment pour C'est couper. ça. Ok, C'est ça. c'est super intéressant. Euh, Est-ce que si je te dis les plus grandes réussites, les plus grandes joies dans ta vie d'entrepreneuse, qu'est-ce que tu me réponds? Mes plus grandes joies dans ma vie d'entrepreneuse, je pense que c'est le premier bilan de compétences que j'ai vendu, Génial. je dirais. Parce que j'ai détesté, je devrais pas dire ça, mais j'ai détesté passer Calliope. Ok, J'ai trouvé ça horrible. ok. Et j'avais une auditrice super, vraiment. Mais j'ai trouvé que la préparation, et ça m'a généré un stress épouvantable. Et je me suis dit, de toute façon, j'utiliserai jamais. J'utiliserai jamais Calliope. C'est trop lourd et tout. Et en fait, du coup, quand j'ai vendu mon premier bilan de compétences en respectant vraiment tout ce qu'il fallait faire et tout, j'étais hyper contente. Donc ça, je pense, vraie joie. Là, mon dernier programme que j'ai créé et vendu pour les chefs d'entreprise, c'est une très, très grande fierté. C'est D'accord, vraiment une très, super. très grande fierté. Et sinon, je dirais les coachings de vie que les gens financent eux-mêmes Mhm. et qui mettent un tel enjeu personnel, c'est une source de très grande fierté professionnelle. De me dire qu'à un moment donné, il y a des gens qui m'ont fait confiance pour me confier cet argent pour Mm, obtenir un résultat pour eux, mm. lié au programme que je leur propose, tu vois. Et ça, ouais, ça, je suis hyper fière. De ce que j'entends, tu dois leur proposer plus qu'un résultat, tu dois leur proposer une transformation d'eux-mêmes, de leur vie, d'un aspect de leur vie. Oui, alors c'est l'idée, mais j'ai du mal, moi, à dire ça. J'ai du D'accord. mal à dire ça pour eux parce que je me souviens en coaching, on me disait quand tu crées ton offre, quelle transformation tu leur proposes, quelle transformation tu leur proposes. Je ne sais pas si je leur propose une transformation, je leur propose un parcours, Ok. ça c'est sûr, je leur propose un chemin euh, sur une vie qui sera différente et a priori en mieux. Mais pour autant, ils seront pas la meilleure version d'eux-mêmes, ils seront pas transformés en quelqu'un de complètement différent parce que ils étaient déjà là en fait pour moi Ok. avant. Ok. Et du coup, voilà, s'il y a que eux qui peuvent dire si je leur propose une transformation ou en tout cas s'ils l'ont vécu. Moi, j'ai du mal avec ça. Ok. Après, c'est plus quand on reprend le, le mot transformation, c'est par la formation que tu leur transmets qui passe à Ah travers eux oui. qu'il y a quelque chose qui se passe. D'où quelque Oui, chose mais qui je me trouve, tu semble. vois, je trouve que c'est très difficile de l'évaluer soi-même, Bien ça. sûr, ah non, ça je Ouais, suis d'accord. Mais ah, c'est ça. quand tu évoques la fierté de se dire s'ils sont capables d'investir sans que ce soit leur CPF qui le finance, c'est que tu as fait appel à un désir pour qu'on achète. On sait bien que c'est un désir qu'il faut Oui, oui, bien interpeller. sûr. Et voilà, Mm. du coup, Mm. un simple Ouais, je résultat comprends. souvent n'est pas déclencheur d'un achat. Ouais. Enfin bon, après, Mm. c'est autre Mm. chose. Quelle réussite on te souhaite d'ici 2 ans, Armel? D'ici 2 ans, on me souhaite d'avoir agrandi à d'âge. Ok. Mm. Ouais, d'avoir agrandi à d'âge. Agrandi, c'est dans le sens de recruter? C'est dans le sens, oui, de recruter et c'est de proposer des accompagnements que moi je propose pas tout de suite, mais qui pourraient être complémentaires, auxquels j'ai pas tout déterminé dans ma tête tout de suite, mais j'aime bien l'idée d'une prise en charge globale, vraiment, D'accord, par plein de moyens différents. d'accord. Et j'aime bien l'idée que les gens en venant chez Adage pourraient avoir accès à plein de choses différentes qui leur permettent d'aller mieux. Ok, ça donne envie, ça donne Mm, envie. Est-ce que mm, tu sais ce que tu mm. dois développer en toi pour réussir ça? Je pense que ce que je dois développer en moi pour réussir ça, c'est une forme de confiance en ma capacité à me tenir des objectifs, en fait, à fixer des objectifs et à les tenir, tu vois. Ok, ouais, ça a l'air Et, d'être ce que et tu fais. surtout, enfin, j'ai aussi, d'un point de vue comptable, tu vois, le fait de générer de la trésorerie, arriver à mieux équilibrer le rapport investissement-trésor. À quel moment j'investis? À quel moment, tu sais, moi j'adore apprendre. À quel moment j'arrête de me former? On a souvent ça comme problème, les coachs, hein. Quand on rentre dans le dev perso d'une manière générale, oui.
C'est ça, et on se dit, oh là là, ça c'est trop bien, ça c'est trop bien, ah, et ça je pourrais faire ça, ah oui, et je pourrais mettre ça dans mon programme et tout. Et à quel moment t'arrêtes pour Mais, faire un peu de trésor aussi, tu vois? mais pourquoi arrêter? Pourquoi arrêter? Si c'est la trésor, si elle sert à quelque chose d'autre, oui, pourquoi pas, mais si c'est une trésor qui dort, autant l'investir dans ta joie aussi Oui, d'apprendre. ça c'est sûr. Mais moi, justement, j'ai besoin d'apprendre à équilibrer ça. C'est-à-dire que j'ai D'accord. tendance à penser qu'effectivement, ma trésor, elle doit me servir à continuer à me former, être dans le plaisir, etc. Mais l'été que j'ai vécu fait que il faut aussi que j'apprenne à anticiper. J'ai pas assez d'existence tout de suite pour mesurer quelles sont les périodes creuses, les périodes fastes. Enfin, tu vois, Mm. c'est un peu compliqué ça. Et du coup, j'ai besoin d'apprendre à avoir ce recul-là pour savoir ce que je peux faire de ma trésor. Et ce qui est sûr, c'est que je continuerai d'investir parce que ça, c'est important pour moi, mais je peux pas faire que ça. Ok. Donc, c'est équilibrer ton besoin en fond de roulement pour que l'entreprise vive bien et que toi, tu continues à te développer. C'est ça, exactement. Ok, super. Deux dernières questions, Armel, qui auront peut-être les mêmes réponses ou pas. Quel conseil tu aurais aimé entendre avant de te lancer? Alors, celui-là, celui de la trésorerie. Ok, D'abord, j'aurais aimé qu'on me dise de pas créer mon entreprise sans avoir vu un comptable. d'accord. Parce que j'ai fait au plus simple, au plus vite. Mhm. J'ai créé ma micro parce que c'était le plus facile, que j'étais chez moi, que ça me demandait pas grand-chose et que mon entrée, c'était pas de chiffre d'affaires, pas de charge. Sauf qu'à l'époque, j'avais Pôle emploi. Je savais que j'allais prendre un cabinet, que j'aurais des charges. Je savais que j'allais prendre une community manager, charge. Et je n'avais aucune idée de l'importance du statut quand tu as de la charge et que tu as encore Pôle emploi qui peut te permettre de constituer ta trésor parce que tu as une rentrée d'argent par ailleurs. Mm. Ça, je ne le savais pas parce que on ne l'apprend pas à l'école. Non, Que j'ai fait la formation de la CCI et que je n'y ai pas eu cette réponse. d'accord. Et que du coup, ben voilà, j'ai fait ma micro et je me suis dit, bah, c'est bien la micro. Et en fait, aujourd'hui, je me trouve au palier où je me pose la question de passer en société, Mhm. mais je veux pas. Maintenant, c'est un peu trop tard, hein, si tu veux. Ouais. C'est à la fois trop tard et trop tôt. Donc, il faut que j'attende un petit peu pour que le ratio entre mes charges et mon chiffre d'affaires soit bon. Mhm. Donc, et là, je me trouve un peu inconfortable parce que pour le coup, j'ai des charges, je peux rien déduire et mon système, il aurait pu être meilleur si j'avais bien choisi mon statut au départ. Donc, Mm. mon conseil, ce serait, quelle que soit votre situation, même si la micro, ça paraît le plus simple, demandez confirmation. Parce que j'ai Ouais. une amie qui a lancé sa micro en même temps que moi. Pour elle, elle travaille de chez elle. Elle a aucune charge à côté. Elle avait effectivement aucun intérêt particulier à faire une société. Et on Mm. n'a pas du tout la même histoire professionnelle et on n'avait pas intérêt à faire la même chose en fait. Ouais, tout à fait. Il y a plein de choses que les comptables détectent que nous, on n'est pas capable par définition. C'est un métier aussi. Voilà, C'est un bon chacun son conseil. métier. Ouais. Alors, peut-être que la dernière question va avoir la même réponse. Quel conseil tu donnerais aux personnes qui sont en cours de réflexion, de se dire, est-ce que c'est le salariat qui ne me convient plus et il faut que je crée mon activité, ou les personnes qui sont vraiment au tout début du chemin, s'ils sont en rupture conventionnelle ou pas d'ailleurs, mais les débuts d'entrepreneuriat. Alors moi je leur dirais de se faire accompagner ou alors de suivre eux tout seuls un programme qui leur permet de se poser des questions très précises sur la manière dont ils veulent vivre, sur leur système de valeurs, sur la place qu'ils veulent accorder à leur vie pro, dans leur vie perso, sur ce qu'ils veulent servir, ce qui compte pour eux. Un vrai travail d'accompagnement. Alors, je pense qu'on peut le faire tout seul. Il y a des programmes en auto-coaching qu'on peut suivre tout seul. C'est différent, mais il y a des personnes qui aiment ça, travailler tout seul, et c'est OK, franchement. Mais je pense que c'est impossible de se lancer dans un tel changement de vie sans s'être posé les questions fondamentales de qu'est-ce qui compte pour moi et Mm. qu'est-ce que je veux servir et comment je veux vivre dans les années qui viennent. Si on ne s'est pas posé clairement, vraiment, et pas de manière incantatoire à dire oh bah tiens, j'ai envie de changer de boulot. Ça veut rien dire en fait, j'ai envie de changer de boulot. Mm. J'ai envie de changer de boulot. Pourquoi? Pour en faire quoi? Pour servir quoi? Pour vivre comment? Pour vivre combien? Pour vivre où? Pour vivre.
si on ne se pose pas toutes ces questions-là, on reste un peu dans l'incantatoire quand même. Et du coup, je pense qu'il faut être précis dans son cheminement intellectuel, seul ou accompagné, peu importe. Merci pour tous ces conseils et puis toute la transparence dont tu nous as fait bénéficier sur ton parcours, ton cheminement et tout ce que tu as mis en place. Par quoi tu veux terminer ton interview? Un mantra, une citation, une histoire, une anecdote? Ben non, alors je finis toujours par tout le monde compte, parce que je crois que c'est le plus important. Je ne remercierai jamais assez Harry Bosch pour cette phrase. Tout le monde compte. Ok, d'accord. Donc il a des royalties ou pas? J'espère que non, parce que je peux te dire que je la sors à chaque fois, mais je le cite systématiquement, donc tout va bien. C'est vrai, tu dis ta source, donc ça va, c'est très bien. Eh ben, écoute, Oui, ça Armelle, va. merci beaucoup. Comme je te l'ai dit, pense à me faire passer tous les liens que tu voudras que je mette sous la vidéo. L'intérêt pour les personnes, c'est que voilà, si elles sont tiltées à ce que tu leur as dit, à ton énergie, à ta vibration, bah, qu'elles te trouvent facilement. Donc, je te remercie en tout cas d'avoir partagé ce temps avec moi, d'avoir Merci répondu à à mon toi. appel. Merci Et beaucoup, c'était très agréable. Je te souhaite de belles fêtes de fin d'année. merci, oui, au moment du tournage de cette vidéo, mais pas de la diffusion, mais effectivement, merci Ah oui, beaucoup. pardon. C'est pas grave, c'est pas grave. Les gens comme ça sauront que bah oui, on est à 2 jours de Noël. Oui, eh ben très bien, voilà. Merci en tout cas. Merci Armel, à bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir.